Et enfin, selon vous, quelle est la date de péremption de ce pass sanitaire? Vont-ils réellement respecter leurs paroles lorsqu'ils disent que ce pass est temporaire? Je vous la date de péremption. La date de péremption, c'est jamais. Oui, on a eu cette déclaration du Premier ministre récemment qui nous dit qu'il faudra peut-être s'habituer à porter de façon définitive le masque dans l'espace public pour lutter contre la grippe saisonnière, par exemple. Vous voyez que tout ça, en fait, c'est parti pour durer. Moi, je crois qu'on est face au plus grand scandale sanitaire du siècle. Et on pourrait sans doute aussi compter le XXe siècle, des deux siècles du siècle qui se passe maintenant et du siècle qui s'est écoulé avant. En fait, là, le gouvernement, avec le pass sanitaire, est en train d'essayer de vous vendre les clés de votre propre maison. Vous voyez, la liberté ne se monnaie pas. If this is appealing to you, just think of this when you think of vaccination. Vaccination. Quand dans un pays étranger, vous avez une élection, truquée ou pas truquée, mais qu'en tout cas, sur laquelle est jeté le soupçon à cause de la modalité de vote, et que la première réaction en France, c'est de dire on va faire la même chose, ben je crois qu'on peut légitimement s'interroger sur les raisons qui poussent ces responsables politiques à vouloir faire la même chose. Je vous fais le pari, je suis prêt à mettre un gros billet là-dessus, qu'il faudra une présentation du pass sanitaire pour aller voter à l'élection de mai 2022. Et alors, quel que soit le résultat de cette élection, on ne pourra pas dire qu'elle se sera tenue de façon régulière. Ce qui signifie de façon très concrète, en 2022, quel que soit le président élu, sa légitimité sera très faible. Une toute dernière question, où sont donc ces Gaulois réfractaires? Alors, les Français sont privés de liberté depuis un an à cause de votre gestion folle de la crise sanitaire et non pas à cause de la crise sanitaire elle-même. Je vous rappelle qu'un certain nombre de pays n'ont pas décidé des mesures de restriction qui ont été décidées en France, que l'incidence sur la transmission du virus n'en a pas été plus forte. Bonjour à tous, nous sommes le 19 mai 2021 et vous écoutez bien la voix de Portici. Alors aujourd'hui, j'ai l'opportunité d'accueillir Rémi Tell, qui est membre et fondateur du collectif Peuple Libre. Il viendra nous parler donc de son combat et ainsi que nous donner sa vision par rapport à certaines lois liberticides, en tout cas à caractère très liberticide, qui ont été votées durant cette pandémie de Covid-19. Je pense bien sûr notamment à celle sur le pass sanitaire qui a été revotée à 1h du matin après un vote qui lui était défavorable. Mais bon, comme vous le savez, en France, la démocratie est un problème pour La République En Marche et Emmanuel Macron. Enfin bref. Bonjour Monsieur Tell. Bonjour, merci de me recevoir. Pas de souci, c'est un plaisir. Est-ce que vous pouvez vous présenter votre collectif? Alors, je m'appelle Rémi, je suis un jeune engagé, j'ai 26 ans, et il y a quelques semaines, j'ai lancé le collectif Peuple Libre, qui est un collectif de citoyens engagés pour la reconquête de toutes ces libertés perdues depuis le début de la crise sanitaire. On est également mobilisé contre le pass sanitaire que vous venez de mentionner, convaincu qu'on est à un moment décisif pour la suite du monde occidental, et c'est vrai en particulier en France, notamment sur la question des libertés. Voilà, veut-on rester libre ou entrer dans une servitude volontaire? Et nous, on préfère rester libre et c'est pour ça qu'on s'engage. Parfait, parfait. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre collectif? Quand est-ce qu'il a été créé? Voilà, histoire d'éclairer un petit peu nos auditeurs. Alors, ça fait 3 semaines et il a été créé un peu sur un coup de tête. J'en avais assez d'être derrière mon ordinateur à constater le désastre en restant impuissant. Je me suis dit on devait faire quelque chose. On ne pouvait pas simplement se lamenter sur ce qui était en train de se passer. Et on a réuni quelques premières bonnes volontés via les réseaux sociaux, via Twitter notamment. Et les choses se sont mises en place doucement. Là, après 3 semaines, on a un peu plus de 1500 personnes qui nous ont rejoints. Des personnes qui ont tout profil sociologique, qui viennent de partout en France. On est en train de commencer à constituer des comités locaux. Je suis assez surpris d'ailleurs de voir la proportion de personnes issues du monde soignant, qui témoignent vraiment de leur exaspération face à ce qui est en train de se passer
et à la façon dont on les utilise aussi pour justifier les restrictions de liberté. Voilà. Et donc l'objectif, c'est de continuer à réunir le maximum de monde et de pouvoir lancer très prochainement des actions dans les départements avec des choses très concrètes, hein, comme vous pouvez l'imaginer. Et parce que je crois qu'il ne faut pas attendre, si vous voulez, d'un miracle ou du beau vouloir de la classe politique de récupérer ces libertés. Si nous ne le faisons pas nous-mêmes, elles ne nous seront jamais restituées. Alors c'est intéressant, donc vous nous dites qu'il y a des membres du corps soignant qui sont dans votre collectif. Alors ma question sera simple. Quels sont leurs retours d'expérience par rapport à cette gestion du Covid? Pourquoi sont-ils dans votre collectif? Que vous disent-ils exactement? Puisque bon, avant de vous laisser répondre, il faut tout de même bien rappeler que ces derniers sont depuis de nombreuses années en train de tirer la sonnette d'alarme, même bien avant que la Macronie ne vienne au pouvoir. Je veux dire, ce n'est pas nouveau. Malheureusement, l'hôpital a des problèmes depuis bien longtemps. Il réclame plus de subventions, plus de soutien. Et là maintenant, que vous disent-ils exactement? Moi, s'il y a un message que je voudrais faire passer, c'est le suivant. Il ne faut pas confondre les médecins de plateau de télévision et les dirigeants de la PHP avec les soignants. Ceux qui voient des malades ne raisonnent pas comme raisonnent ceux qui vous enferment depuis une année. Et des infirmiers, des médecins, on a des pharmaciens, des aides-soignants qui nous écrivent en nous décrivant l'atmosphère de pression, si vous voulez, qu'ils subissent de la part du Conseil de l'ordre, des médecins, de l'ordre des pharmaciens, de la part des autorités de la PHP, pour ceux qui sont engagés en région parisienne, et qu'ils subissent pour finalement adhérer à un discours qui consiste à dire la seule solution pour éviter la propagation du coronavirus, c'est de restreindre les libertés. Alors que dans le même temps, vous le dites, les nombres de lits de réanimation ont baissé en France depuis un an, c'est quand même complètement incroyable. Et on part d'une situation qui était déjà largement détériorée. J'avais eu l'occasion de fréquenter un peu ce milieu hospitalier. Vous avez des locaux vétustes, on manque de matériel, il y a un problème évident sur les personnels, sur leur rémunération, sur leur trop faible rémunération. Et avant cette crise du coronavirus, vous aviez ce Ségur de la santé où déjà on nous avait promis monts et merveilles, on avait promis monts et merveilles aux soignants, il ne s'est rien passé. Et la situation s'est même encore aggravée depuis un an. Et donc ça, c'est la première chose, c'est-à-dire l'incapacité de l'hôpital, l'incapacité organisée par les pouvoirs publics de l'hôpital à prendre en charge cette crise sanitaire. Et d'autre part, l'absence totale, et je pense qu'on pourra s'intéresser à ces causes après, mais de volonté de prévenir les formes graves du coronavirus par des traitements. Vous avez vu qu'en avril 2020, ça fait plus d'un an maintenant, l'Académie de médecine a publié une étude en indiquant qu'il était nécessaire de donner la vitamine D à celles et ceux qui peuvent présenter des comorbidités qui les exposent à des formes graves du Covid. Ça a été refusé par le gouvernement. Lorsque vous avez eu ce débat sur l'hydroxychloroquine, en dépit d'un certain nombre de faits, en dépit d'un certain nombre de témoignages aussi de médecins de terrain qui étayer l'idée que l'hydroxychloroquine n'était pas la solution miracle, mais qu'elle permettait au moins de réduire les formes graves dans un nombre conséquent de cas, ça a été écarté. Aujourd'hui, c'est pour l'ivermectine. Et vous parlez du journal Le Monde, qui est un peu la Pravda, hein, c'est la parole officielle du pouvoir. Même le journal Le Monde reconnaît que l'ivermectine possède une efficacité thérapeutique contre le Covid. Et ça, ce discours que je suis en train de tenir, il est criminalisé, en fait. J'étais récemment dans un média dans lequel on a dit, mais de toute façon, les gens qui croient à la chloroquine, c'est un médecin qui disait ça, il disait, les gens qui croient à la chloroquine, ils sont tellement éloignés de la raison qu'ils sont, je prends ces mots, inaccessibles à toute solution thérapeutique. Donc là, en fait, il faisait de l'ironie sur la déficience mentale supposée des partisans de la chloroquine. Rendez-vous compte du monde dans lequel on est. C'est-à-dire qu'on prive les Français de leur liberté, on refuse de donner les moyens à l'hôpital de soigner les Français qui sont atteints de formes graves du coronavirus, et on refuse de soigner
autrement que par le vaccin, le coronavirus. Moi, je crois qu'on est face au plus grand scandale sanitaire du siècle, et on pourrait sans doute aussi compter le XXe siècle, des 2 siècles du siècle qui se passe maintenant et du siècle qui s'est écoulé avant. Tout ça est d'une gravité sans nom. Il y a évidemment derrière des logiques de corruption, des logiques d'influence, et donc on doit se mobiliser toutes nos forces pour ne pas se laisser avoir par tout ça. Docteur Maudru. Écoutez, moi, ça fait 1 an que je le dis. J'ai un confrère dans l'Est. Il a un gros cabinet avec sa femme, c'est 2 généralistes. Oui. L'an dernier, ils ont traité 850 patients arrivés à leur cabinet avec des symptômes. Ils les ont traités avec l'azithromycine, pas la chloroquine ou l'ivermectine, azithromycine. Oui. 2 hospitalisations en 1 an, alors qu'ils auraient dû en avoir 150. 0 décès. Ça fait 1 an qu'on le dit. Monsieur Véran vient de le découvrir. Ça fait 1 an que le directeur de la santé, Monsieur Salomon, écrit régulièrement, envoie des mails aux médecins en disant « Ne prescrivez pas d'antibiotiques, prescrivez du Doliprane ». Ça suffit. Alors maintenant, on a l'antibiotique qui marche très bien, on a l'ivermectine qui marche mieux, et ce qui m'a révolté, qui m'a fait pousser un coup de gueule, c'est que la France intervient au niveau européen à l'OMS pour qu'on n'en parle pas. On a les preuves matérielles. Ah oui, que la France est intervenue au niveau de l'OMS pour qu'on n'en parle pas, des traitements. Absolument. Absolument. Ça date de ces 2 derniers mois. Oui. L'OMS a chargé M. Andrew Hill, un Anglais, Oui. un expert, de faire une étude sur l'ivermectine, de voir tout ce qui a été publié dans le monde, pour savoir si il faut qu'elle change sa position sur le produit ou pas. Donc ce monsieur a fait son étude, ça marche, ça réduit les symptômes 2 fois plus vite, 2 fois moins longtemps, et ça diminue la mortalité par 4. Ça, c'est ce que disent toutes les études quand vous les ramassez. Bon, il y en a qui vont dire ceci, cela, mais vous faites un ensemble, vous avez ça. Ce monsieur, voilà les conclusions de son rapport, je les lis. Cette méta-analyse, portant sur 2282 patients, a montré une amélioration de 75% de la survie, un délai de récupération clinique plus rapide. Et là, la France est intervenue, l'INSERM, via Madame Costagliola, United dirigée par Madame Marisol Touraine. Oui. On est intervenu pour qu'il modifie, pour qu'il ajoute quelque chose à sa conclusion. Les données sont insuffisamment solides pour justifier l'utilisation ou l'approbation réglementaire de l'ivermectine. Vous me demandez pourquoi? Moi, je pose la question, pourquoi? Oui. Ce monsieur, on a les preuves matérielles, on est 5 ou 6 à les avoir en France, notamment l'avocat d'une experte anglaise qui travaille régulièrement pour l'OMS pour ce genre d'études. Monsieur Hill a reconnu avoir été influencé et avoir été en contact avec cette dame, Madame Costagliola, qui est fortement anti-ivermectine. Pourquoi? Vous avez bien fait de parler de ces médecins de plateau télé, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas une minorité parmi eux qui travaillent pour de vrai, mais il est vrai que ça me fait penser évidemment à cet article du Canard enchaîné qui a révélé que des journalistes de Libération et de BFM, donc Libération qui appartient au groupe Altis, BFM qui appartient au groupe Altis, s'étaient rassemblés dans un restaurant clandestin à l'époque pour pouvoir passer du bon temps, manger, etc., etc. Et ils étaient en compagnie de médecins de l'AP-HP. C'est étonnant. Et pourtant, ces derniers passent leur temps, particulièrement il y a plusieurs mois encore, à pousser des esclandres à l'encontre de leurs téléspectateurs pour leur faire comprendre qu'il était essentiel pour eux de rester confinés. C'est là qu'on se rend compte qu'il y a véritablement une caste, même au sein du monde de l'hôpital. C'est très politique tout ça. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous diffuser quelques vidéos de notre ministre de la Santé, M. Olivier Véran, afin de se rendre compte ensemble de l'évolution constante de son discours, là en l'occurrence sur le pass sanitaire. Et ce n'est pas sans rappeler le fameux scandale de masques, au sujet duquel j'avais fait il y a de cela 1 an un zapping, afin de résumer le chaos qu'il y a eu là-haut au niveau de la gestion des masques. Un jour on nous dit A, l'autre jour on nous dit B. Je veux dire, c'est quand même scandaleux ce gouvernement. C'est quoi? C'est de l'incompétence. Et le pire dans tout ça, c'est qu'à l'époque, s'agissant des masques, certains avaient avoué que le gouvernement avait menti sciemment. Est-ce que je peux juste réagir à ce que vous venez de dire? Oui. Vous savez, la civilisation européenne, elle s'est fondée sur le principe de non-contradiction. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que A égale B
et que si A égale B, non A n'est pas égal à mon B. Là, on est complètement sorti justement de cette logique, et c'est en ça que moi je vois une sorte d'effondrement de la civilisation dans cette crise du coronavirus, puisqu'on a été capable d'expliquer le lundi que le masque n'avait pas d'utilité en intérieur, et le mardi qu'il était obligatoire de mettre le masque en intérieur et en extérieur, parce que sinon on était un criminel et qu'on allait tuer papy mamie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voudrais répondre, vous parlez d'incompétence. Moi, je vois plutôt de l'idéologie, en fait, dans ce qui s'est passé. Quand on a liquidé le stock de masques dans les années 2010, c'était au nom d'une idéologie mondialiste qui considérait que, au fond, on pouvait faire fabriquer nos médicaments, nos masques, les principes actifs à l'autre bout. Il y a une cohérence d'ensemble. Et je ne sais pas si on peut le mettre. Si vous voulez, ce serait leur faire un cadeau immense, en fait, que de les penser simplement bêtes. Ils ne le sont pas. Et autant je ne crois pas à l'idée qu'il y aurait un plan, mais par contre, il y a un projet et il y a une vision idéologique. Et ce Covid, il est bien la conséquence de cette vision idéologique. Ne serait-ce d'ailleurs parce que vous avez ce mondialisme qui à la fois abolit toutes les frontières qui permettaient par exemple d'arrêter les virus, et y compris la frontière entre l'homme et l'animal. Alors, cette théorie de la zoonose pour la création du coronavirus est battue en brèche. Maintenant, on commence à savoir qu'il s'agit d'une fuite de laboratoire. Il n'empêche, on voit qu'en fait, c'est ce monde-là, c'est leur monde qui a créé le coronavirus et ses conséquences, enfin, qui a engendré le coronavirus, pas au sens où le coronavirus aurait été intentionnellement créé, c'est pas ce que je veux dire, mais au sens où ce coronavirus, il est la conséquence, en fait, de leur vision des choses. Effectivement, je souscris totalement à ce que vous venez de dire. Je me rappelle encore de Ursula von der Leyen, celle qui est à la tête de la Commission européenne, qui, alors que les États-nations étaient en train d'essayer de sortir la tête hors de l'eau, était en train de leur taper sur les doigts en leur faisant signifier qu'il n'était pas normal de fermer unilatéralement leurs frontières. Et aussi Emmanuel Macron, qui avait osé cette remarque assez ubuesque, disant que le virus n'avait pas de passeport. Nous devons aujourd'hui éviter 2 écueils, mes chers compatriotes. D'une part, le repli nationaliste. Ce virus, il n'a pas de passeport. Les virus habitent les êtres humains qui sont contaminés et ces derniers, justement, passent les frontières. Mais bon, il y a l'ancienne ministre de la Santé qui, elle, pour pallier à ce problème, a eu la génialissime idée de coller des affiches. On a vu le résultat. Oui. Je me permets, Portici, de vous rappeler, vous le savez sans doute, mais de le rappeler peut-être à vos auditeurs qui ne sauraient pas, que Agnès Buzyn est l'épouse du président ou de l'ancien président, je ne sais plus, de l'INSERM, ce même président qui a décidé, alors que beaucoup de voix l'alertaient, de l'installation du laboratoire P4 à Wuhan. Vous voyez bien l'intrication de cette vision et de ses intérêts aussi. Et aujourd'hui, 1 an après, on découvre qu'en fait, tout part du laboratoire P4 de Wuhan. Et que c'est cette ministre, alors il se trouve que c'est son épouse, mais on peut, qui elle-même nous expliquait que, comme vous dites, le virus n'a pas de frontières, il n'a pas de passeport. Donc ce sont des gens qui se sont trompés sur toute la ligne. Et c'est entre leurs mains que nous remettons nos vies. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tout à fait. Alors, là, ce que nous allons faire, c'est... donc, je vais passer une vidéo, comme je vous l'ai dit, de monsieur Olivier Véran. Et on se retrouve juste après pour pouvoir le commenter. Donc là, à titre d'information, nous sommes en décembre 2020. Le 22 décembre, pour être assez précis. Dans le contexte que nous connaissons, parce qu'il faut de la confiance pour que les Français se fassent vacciner librement. Ouais.
Parce que nous sommes encore en état de crise sanitaire et parce qu'il y a un couvre-feu, le gouvernement ne proposera pas ce texte devant le Parlement avant plusieurs mois, avant d'être sorti de la crise. Nous resterons donc dans des dispositifs d'état d'urgence sanitaire tels que ceux que nous connaissons depuis maintenant 9 mois. Donc vous le retirez pour l'instant. Le débat pour être clair. n'est pas retiré, il a été présenté au Conseil des ministres, n'est pas présenté au Parlement pour examen pour l'instant, pas dans les prochains mois encore une fois. Ce n'est pas le moment de faire cela. Mais je le redis, le vaccin contre le Covid ne sera pas obligatoire pour quoi que ce soit. Il pourrait revenir dans un second temps. La question de changer le droit en France pour pouvoir lutter contre des crises sanitaires, celle-ci ou d'autres crises sanitaires, d'autres catastrophes, c'est une question qui est importante, posée par les parlementaires. Et qui se dans le reposera. cadre d'une commission d'ailleurs transpartisane, on fait un gros travail qui doit nous servir plus tard, encore une fois, rien à voir avec la crise sanitaire actuelle. Je vais mettre une autre vidéo. C'est parti. Elle est très courte. Le gouvernement ne proposera pas ce texte devant le Parlement avant plusieurs mois, avant d'être sorti de la crise. Et le gouvernement a fait savoir aussi son intention de ne pas recourir au passeport sanitaire. Et nous avons aussi besoin du pass sanitaire. Donc ici, on voit le même Olivier Véran qui dit, bon, écoutez, le gouvernement n'aura pas recours au pass sanitaire. Et qu'est-ce qui s'est passé au mois de mai? Eh bien, il y a eu une scène assez particulière. Je ne sais pas si vous voulez en parler. Ce fameux vote, enfin, pour moi, il est quand même assez révélateur de ce qui se passe ces derniers temps. C'est-à-dire que vous avez un premier vote qui va en défaveur de ce pass sanitaire. Et je le rappelle, bien avant de passer au vote, les médias ont pris la peine de sonder les Français. Et je me rappelle de ce sondage du CESE, qui est la 3e assemblée constitutionnelle de la République, quand même, qui a montré une victoire écrasante du non au pass sanitaire. Mais quelques temps plus tard, qu'est-ce qui se passe? BFM nous pond un sondage qui est utilisé par nos dirigeants. Je me rappelle, par exemple, je le montrerai aussi au montage, de monsieur Jean-Baptiste Djebari qui, sur le plateau de TPMP le 7 mai, monsieur Jean-Baptiste Djebari, pour justifier le pass sanitaire, était basé sur le sondage de BFM TV. Je veux dire, ces gens-là n'ont même pas honte. Malheureusement, pour lui, il était face à Maître Division. Non seulement il y avait le sondage du CESE, je veux dire, c'est quand même un organe qui sert à quelque chose, qui est bâti aussi pour sonder les questions sociales. Et ils n'en ont même pas pris compte. Non, le bruit court que les Français sont majoritairement pour ce pass sanitaire. Oui. Enfin, qu'est-ce que vous en pensez un petit peu de toute cette situation-là? Les Français veulent se faire vacciner, et y compris les Français majoritairement sont aujourd'hui supporters du pass sanitaire pour pouvoir retrouver leur liberté. Ouais, alors monsieur le ministre, les Français supporters du pass sanitaire, oui, quand c'est BFM qui fait les sondages. Ouais. Hein bon. C'est vrai que c'est Oula. Sur quoi? Je veux dire, sur le pass sanitaire, qu'on vienne pas me dire, monsieur le ministre, je comprends parfaitement que vous fassiez de la politique, c'est votre job. Le mien, c'est le principe du réel. Et venez pas dire aujourd'hui qu'effectivement les Français sont favorables à une restriction de leur liberté. C'est pas vrai. Il y a une chose qu'on ne peut pas leur reprocher, c'est de ne pas être maître dans la fabrique du consentement. En fait, vous avez eu, depuis le début de cette crise sanitaire, toute une ingénierie sociale qui a été mise en branle et qui a permis de faire accepter l'inacceptable aux Français. Moi, je pense que plusieurs choses. D'abord, cette question des sondages, quand bien même les Français seraient pour le pass sanitaire, ça ne ferait pas du pass sanitaire une mesure de justice pour autant. Dans les années 70, dans les années 80, vous aviez une très large majorité de Français qui étaient favorables à la peine de mort. Pourtant, la peine de mort peut être considérée comme une sanction, en tout cas, qui pose un certain nombre de questions éthiques et morales. Il fut un temps où l'esclavage était une chose banale, et ce n'est pas pour autant que l'esclavage n'emportait pas de questionnements moraux. Il ne suffit pas que les gens soient d'accord pour que cette chose soit acceptable, je trouve. Et donc, le fait que les Français soient ou seraient majoritairement d'accord avec le pass sanitaire, me semble-t-il, n'est pas un argument pour autoriser, pour mettre en place ce pass sanitaire. La deuxième chose, c'est qu'on a volontairement voulu confondre deux débats, qui est celui du pass sanitaire et celui du passeport sanitaire. Le passeport sanitaire, c'est l'idée que pour aller à l'étranger,
vous avez besoin d'avoir un certain nombre de certificats de vaccination. C'est déjà le cas aujourd'hui. C'est déjà le cas, y compris d'ailleurs quand vous voyagez dans certains territoires ultramarins comme la Guyane. Bon. Donc, et on a voulu mélanger des choses en disant, mais vous voyez, ça existe déjà. Sauf que là, le pass sanitaire, qu'est-ce qu'il fait? Il va différencier les droits des citoyens français sur leur propre sol, en fonction de leur état sérologique. Une telle ségrégation comme ça des citoyens sur leur propre sol, on l'a connu en Afrique du Sud, et maintenant, oui, vous avez eu une sorte vous aviez eu un apartheid ethnique en bonne et due forme, et là, on va avoir un apartheid sanitaire en bonne et due forme. Sur le revirement de la position du gouvernement. Et ça nous renvoie aussi à ce qu'on se disait tout à l'heure sur le mondialisme. Ce n'est pas des choses que je dirais sur des chaînes d'information mainstream, mais je vous donne mon analyse. En fait, le gouvernement n'était pas spécialement favorable initialement à cette question du pass sanitaire. Mais ce n'est pas le gouvernement français qui décide pour la France. Et donc, quand la Commission européenne a dit qu'elle allait mettre en place un passeport vert pour contraindre les déplacements des Européens selon leur état sérologique au sein de l'Union européenne, en fait, la France n'a plus d'autre choix que de transposer dans le droit français cette directive européenne. Et effectivement, vous vous étonniez de ce deuxième vote sur la question du pass sanitaire. En fait, il aurait été très compliqué de ne pas voter pour le pass sanitaire en France. Pour le Parlement français, on se serait trouvé dans une situation de blocage juridique parce que, par définition, vous avez la Commission européenne qui décide, les États membres qui sont responsables de la transposition dans le droit national des directives européennes. Et donc, en fait, il n'y avait pas d'autre choix que de voter ce pass en France. Ce n'est absolument pas le gouvernement français ses responsabilités, mais c'est pour vous montrer à nouveau que, en fait, derrière tout ça, vous avez une logique, une idéologie qui est celle d'une forme de mondialisme et qui doit s'imposer à tous les peuples européens. Et moi, je suis content de voir qu'en Europe, il y a de nombreux peuples qui refusent cette idée du passeport sanitaire. Et je m'inquiète de noter que dans notre pays, une partie non négligeable de la classe politique considère que dès lors que ce pass nous permettrait de retrouver la liberté, eh bien, il se justifierait. Vous avez un Aberkan, j'ai oublié son nom de famille, et qui nous dit, en fait, là, le gouvernement, avec le pass sanitaire, est en train d'essayer de vous vendre les clés de votre propre maison. Vous voyez, la liberté ne se monnaie pas. La liberté n'est pas un sucre donné en récompense d'une bonne action par la vaccination ou par un test. On assiste à une dérive qui est gravissime et qui, je pense, peut nous entraîner très loin, parce que demain, quand on vous proposera de pouvoir, en Chine, par exemple, vous avez eu il y a 1 an un médecin qui a créé des bébés génétiquement modifiés pour leur permettre d'être protégés du VIH. Et bien demain, au nom de la santé, vous allez pouvoir faire toutes ces choses, et aura-t-on le courage, au niveau des citoyens, au niveau des politiques publiques, de dire non et de considérer qu'il est peut-être nécessaire de prendre un risque raisonnable en matière de santé et qu'on ne peut pas renoncer à tous nos droits, à toutes nos libertés, à ce à quoi ressemble notre vie, à notre humanité, au nom justement de la préservation de la santé. Justement, pour rebondir un petit peu sur ce que vous venez de dire, je pense au maire de New York, je pense sur le plateau de LCI, il me semble que c'est Yves Bouzon, je ne sais pas comment il s'appelle, un truc comme ça, qui lui a proposé de donner des pizzas à ceux qui voudraient se faire vacciner. Enfin, ce que je veux faire comprendre, c'est que nous ne sommes pas contre la vaccination en soi, mais effectivement, nous sommes en train de nous rendre compte que nous assistons à une forme de... Ça me fait penser à de la domestication, en fait. À une sorte de domestication. Venez, allez, venez prendre la petite pizza, allez, regardez, je vais vous mettre une petite séquence. Je pense qu'on peut être un peu plus malin que l'argent. J'avoue que, alors en France, on fera jamais la bière ou le verre de vin, malheureusement, alors qu'à mon avis, ce serait très très sympa. Mais non, mais j'avoue que l'idée de la petite gratification, de la part de pizza, enfin, je trouve que c'est assez sympathique. Mais est-ce que c'est une chance de... Free fries when you get vaccinated? I got vaccinated. You're saying I could get this? These delicious fries? Wait a minute. But there's also a burger element to this? Let me check with Bill Neathart. Is it too early in the day to eat a burger? No. This could be breakfast? Okay.
I want you to look at this and think about, again, some people love hamburgers, some don't. Really want to respect all ways of life. But if this is appealing to you, just think of this when you think of vaccination. Vaccination. I'm getting a very good feeling about vaccination right this moment. C'est ahurissant. On nous prend pour des enfants. Venez vous faire vacciner, vous aurez un bonbon. On en est là. Ça me fait penser à la problématique du port du masque en extérieur. Là, effectivement, il faut quand même l'avouer, sur LCI, encore une fois, ce sont les seuls en France à avoir ouvertement mis carte sur table en montrant plusieurs études scientifiques qui montraient que le port du masque en extérieur, je veux dire, n'avait aucune efficacité. Mais vous avez des personnes, et je passerai aussi l'extrait, qui vous disent que oui, effectivement, mais nous le faisons néanmoins pour que les gens aient l'habitude de porter leur masque. Donc, on assiste bel et bien à une forme de domestication générale. On a zéro preuve qu'il y a un risque quand on est à l'extérieur. On nous charge la barque en permanence, il faut pas faire ça, il faut porter ça, il faut faire ça. Mais si demain, il y a quelqu'un qui vient me montrer en me disant, mais voilà, là, il y a eu un cluster sur des gens à l'extérieur et qui n'étaient pas en train de boire des bières ensemble dans le même verre et qui se touchaient pas juste à l'arrière, je changerai d'avis. Mais tout de suite, je trouve que pour un risque qui est totalement hypothétique, dont on n'a aucune preuve, on met une pression sur la population qui n'est pas justifiée. Parfois, à deux, ils vivent dans le même foyer, ils sont à deux sur une plage déserte et ils portent un masque. Oui, après, c'est un réflexe, vous savez, du quotidien. Moins on manipule un masque, plus il est efficace. Et plus on porte un masque, moins on oublie de le porter. On va vers une amélioration. Il ne faut peut-être pas trop précipiter les choses et se servir de l'expérience que nous avons vécue l'été dernier pour ne pas tout relâcher d'un coup. Donc, moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut être extrêmement prudent. Parce que, pourquoi ? C'est parce que le port du masque, bien sûr, il est aussi, comment dirais-je, symbolique. Ça veut dire qu'il vous rappelle qu'on est toujours en période d'épidémie. Un an après, il vous on n'a toujours pas compris. Même un an, oui, non, mais on a besoin, et les uns et les autres, d'un rappel permanent. C'est absolument terrifiant. Effectivement, la réalité de ce pourquoi on demande aux Français de porter un masque en extérieur, c'est non pas pour les protéger du virus, puisqu'on sait très bien que le masque en extérieur n'a aucune efficacité dans la lutte contre le coronavirus, mais c'est pour créer un mécanisme inconscient, les médecins diraient sous-cortical, d'adhésion à cet hygiénisme nouveau que l'on nous demande de suivre. Et de montrer que symboliquement, le virus est là, l'épidémie continue, et c'est pour ça qu'on vous demande de porter un masque, c'est pour ça qu'on peut vous sanctionner financièrement pour ne pas avoir porté de masque. Je pense aussi, mais évidemment, je n'en ai pas la preuve, qu'il y a une petite vengeance de la part des pouvoirs publics qui ont été mis en cause pour avoir menti sur le masque au début de l'épidémie et qui maintenant sont dans cette attitude où vous vouliez le masque, eh ben vous l'avez et vous l'aurez tout le temps maintenant. Je crois qu'on en est même, si vous voulez, à ce niveau-là de perversion, parce qu'il n'y a pas d'autre terme que celui de la perversion. Et vous voyez bien, là, avec l'exemple du maire de New York, ce que l'ingénierie sociale a réussi à nous faire faire. Ce qu'elle entreprend de domestication, pour reprendre le mot qui est parfait que vous utilisez. Vous avez des gens, moi, que je croise, avec lesquels je parle, qui sont des gens intelligents, éduqués, et qui ont perdu tout esprit critique, tout recul sur la situation, qui ne sont plus capables de penser par eux-mêmes, qui ne sont plus capables de questionner les vérités officielles. Et quand bien même ces vérités officielles se trouvent être en contradiction flagrante avec la vérité vraie, d'une certaine façon. Il y a cette difficulté aujourd'hui à accepter de voir ce que l'on voit. Il est important de dire ce que l'on voit, mais plus encore, et c'est le plus difficile,
il faut voir ce que l'on voit. On n'arrive plus à voir ce que l'on voit. C'est-à-dire que nous sommes face à une situation de domestication, d'absurdité totale, de prise de contrôle sur nos vies. Et pour autant, très peu sont capables de formuler ce qu'ils voient et ce qu'ils notent, dont ils sont aussi les victimes. Quand je regardais cet exemple, cette vidéo là avec le maire de New York, je pensais, vous savez, à la chanson d'Alain Souchon, Fou sentimental. Il faut voir comme on nous parle. Voilà. Et ben depuis un an, il faut voir comme on nous parle. Et j'aimerais que les Français aient conscience de cette violence symbolique qui leur est jetée à la figure et aient un petit sursaut d'orgueil, si vous voulez. Aujourd'hui, on tourne cette vidéo, je pense pas trahir de secret, le 19 mai, jour de la réouverture des terrasses, des bars et des restaurants. Je voyais toute la journée sur les réseaux sociaux les photos réjouies des uns et des autres expliquant que ça y est, ils retrouvaient la liberté. Mais je trouve ça terrible. Ça signifie qu'il n'y a même plus d'interrogation, si vous voulez, sur la légitimité de ceux qui peuvent, d'un claquement de doigts, dire qu'on retourne en terrasse, on n'y retournera plus. Et si on y retourne à 6, et puis pas à l'intérieur. Et puis maintenant, vous avez des questions sur aura-t-on le droit d'aller aux toilettes quand on sera au bar? Et donc, c'est comme si on voyait pas plus loin qu'à 5 minutes, si vous voulez. C'est le résultat d'un travail qui a été mené depuis un an, mais qui en fait a été mené depuis bien plus longtemps que ça. Vous avez une étude très récente qui montrait que les Français passaient en moyenne 4 heures par jour devant leur télévision, devant des médias dits mainstream. Et 4 heures par jour devant des médias mainstream depuis 20 ans, voilà ce que ça produit comme capacité de soumission. Pour justement aller dans votre sens, vous avez tout à l'heure parlé justement de cette servitude volontaire dans laquelle nous sommes rentrés. Cela m'a fait encore penser à une interview de notre ministre à nous, M. Véran. Cette fois-ci, il a carrément changé de ton. Ce n'est pas le même Olivier Véran du mois de janvier 2021 qui parlait toujours de manière consensuelle. Voilà, nous écoutons les critiques, ce n'est pas encore le moment. Non, là, c'est un tout autre Olivier Véran et je vais faire passer la séquence. C'est quand même terrible. Oui, les personnes qui ne se feront pas vacciner seront défavorisées par rapport aux personnes qui seront vaccinées. Puisque les personnes qui seront vaccinées seront des personnes qui seront protégées contre le virus. Et les personnes qui ne seront pas vaccinées seront des personnes qui ne seront pas protégées contre le virus. Et donc, qui peuvent contracter la maladie, même quand le virus ne circule pas beaucoup. Et c'est ce qui arrive de façon générale à toutes les personnes qui font face à des maladies infectieuses pour lesquelles il existe des vaccins et qui les refusent. Notre rôle, encore une fois, c'est de tout faire pour que ce soit simple de se faire vacciner. Et gratuitement. Et d'inciter et d'expliquer encore et encore pourquoi il faut se faire vacciner et de lever tous les doutes et de répondre inlassablement aux interrogations des uns et des autres. Justement, c'est pas si clair que ça, parce que Laura se demande, elle se dit, je suis pas vaccinée, est-ce que je pourrais quand même aller au cinéma? Non, elle a dit, si on n'a pas envie de se faire vacciner. Oui, si on n'a pas la même chose. Oui, vous avez raison, mais ça revient à ne pas être vacciné. Pardonnez-moi, on ne va pas s'empêcher de rouvrir les restaurants parce qu'il y aurait 10% de la population qui refuserait de se faire vacciner, lors même que les vaccins sont gratuits et que nous faisons tout pour qu'ils puissent se faire vacciner. Donc il y a un choix qui est un choix personnel, individuel, même, parfois un peu individualiste, puisqu'un vaccin contre un virus comme celui-ci, c'est une protection pour soi, mais c'est aussi une protection pour les autres. Après, quand on est très inquiet, on en discute avec son médecin, qui vous réexplique les choses, et qui vous rassure, et qui vous invite à vous faire vacciner. Ça, c'était M. Véran. Et ensuite, il y a un article, je vais essayer de retrouver très rapidement. Voilà. Alors, c'est incroyable parce que j'allais vous en parler de Peter Piot, mais j'avais oublié son nom. Je m'attends à ce qu'il y ait des restrictions pour les personnes qui ne veulent pas se faire vacciner. Voilà, exactement. Il est conseiller spécial d'Ursula von der Leyen. Voilà. Olivier Véran ne fait que de répéter ce que ce monsieur qui représente l'Union européenne est en train de dire. Je vous disais tout à l'heure sur le pass sanitaire. Exactement. La France est le perroquet de Bruxelles. Exactement. Fin de l'année dernière, Emmanuel Macron avait dit que le vaccin ne serait pas obligatoire. Je n'étais pas dupe. Il n'est pas obligatoire, mais vous serez défavorisés. Donc aujourd'hui, on assiste enfin, parce qu'enfin il se dévoile, on assiste enfin à ce glissement sémantique. C'est que la vaccination
n'est pas obligatoire, mais si vous n'êtes pas vacciné, vous serez un citoyen de seconde zone. On arrive petit à petit à cette fameuse société à la chinoise avec le bon et le mauvais citoyen. Et j'y consacrerai une vidéo plus tard. On est vraiment en plein dedans. Quel est votre avis? J'ai attendu pour avoir une carte avec un QR code sur laquelle est enregistré le fait que j'ai donc eu les 2 vaccinations. C'est un outil supplémentaire qui justement pousse les gens à être vaccinés. Je pense que ça va nous faciliter la vie d'avoir ce code sur le téléphone. Le meilleur exemple, c'est celui de la Chine, premier pays à généraliser l'utilisation du QR code. Alors pour contrôler les déplacements, pour identifier les cas contacts et puis s'il y a lieu pour isoler les malades. En Chine, il faut montrer patte blanche à peu près pour tout, pour prendre l'avion, pour prendre le train, pour prendre même un simple taxi, même pour rentrer dans un immeuble si vous allez voir quelqu'un, pour rentrer dans un magasin ou même simplement pour se rendre dans un parc. Et donc oui, je lisais ce matin ces propos absolument glaçants de Peter Diot, qui nous explique que les Européens qui refusent de se faire vacciner seront des citoyens de seconde zone, en vérité. Et vous avez bien cette logique que vous avez décrite, qui d'ailleurs a été la même logique que celle appliquée à l'intégration européenne et qui est la logique des petits pas. On comprend bien que si on dit aux gens du jour au lendemain, il va y avoir un vaccin et ce vaccin sera obligatoire, ça va susciter une telle levée de bouclier, on va devoir reculer. Mais si on rassure tout le monde et que petit à petit, on rend de fait ce vaccin obligatoire, alors ça passera comme une lettre à la poste. Et vous savez, cette fameuse image qui est de plus en plus reprise d'ailleurs, de la grenouille qu'on ébouillante au fur et à mesure, qui, montée au fur et à mesure, ne se rend pas compte qu'elle est ébouillantée. Il s'est passé la même chose avec l'Union européenne, et d'ailleurs, la crise du coronavirus a servi d'occasion pour faire avancer l'agenda européen et l'agenda fédéraliste européen. On a assisté à ce qu'on a appelé parfois un moment hamiltonien en Europe, c'est-à-dire, vous savez, Hamilton, c'est cet Américain qui considérait au XVIIIe siècle que les États-Unis existeraient comme une nation à part entière le jour où chacun des États fédérés contracterait avec les autres un emprunt en commun. C'est désormais chose faite en Europe. Et vous savez que le modèle de nos amis Eurogaga, ce sont les États-Unis, en disant qu'on va faire les États-Unis d'Europe. La crise du Covid a permis ce moment hamiltonien et donc ce saut fédéraliste incroyable. Quand vous vous mariez avec quelqu'un, c'est plus difficile de divorcer si vous avez un crédit avec cette personne que si vous êtes en location et que chacun peut repartir chez soi. Donc vous avez toute cette politique-là des petits pas. On voit à nouveau l'influence qu'a Bruxelles en fait, sur la politique européenne. Et quant à M. Véran, alors, il se trouve qu'on a des relations en commun avec Olivier Véran. Et Jean qui m'explique qu'en fait, depuis qu'il a 5 ans, il rêve d'être ministre. Moi, je crois que ces types-là, si vous voulez, en fait, le pouvoir les a rendus fous. Ils ne devaient pas être tout à fait nets avant, déjà. Mais quand vous pouvez enfermer 67 millions de Français d'un claquement de doigts et puis manager comme ça tout un pays par la peur, il y a une hubris, si vous voulez, qui s'empare de vous. Et c'est très dur de s'en défaire, de perdre ce contrôle-là que vous avez acquis sur les uns et sur les autres. Et je crois que cette dimension psychologique, elle est évidemment présente dans le contrôle, mais elle est aussi présente dans la façon dont eux-mêmes gèrent. On ne peut pas comprendre les médecins enfermistes si on oublie que ces gens-là étaient complètement absents des plateaux de télévision avant la crise du coronavirus, qu'ils en font désormais le siège et qu'ils n'ont peut-être pas envie d'en partir. On ne comprend pas les décisions de restriction de liberté qui se sont prises avec ces injonctions paradoxales à nous rendre fous si on n'a pas conscience que pour celui qui désire le pouvoir, là, on est, si vous voulez, à la quintessence de la jouissance, parce que c'est le pouvoir absolu qu'ils ont obtenu sur nos vies. Et donc, je vais vous faire passer une vidéo de la députée ex-LREM Martine Bonner qui nous dit quand même une chose assez glaçante, c'est qu'apparemment, dans le texte du pass sanitaire, il y aurait un article qui mentionne qu'il faut mettre en quarantaine les personnes malades, ok, mais sans garantie que le lieu de cette quarantaine soit choisi par ces mêmes personnes. Donc, cela sous-entendrait qu'il y a possibilité que l'emplacement de cette mise en quarantaine soit choisi au bon vouloir de l'autorité.
Oui. Ils ont voté sans se poser aucune question sur la possibilité d'enfermer les gens en quarantaine dans des lieux que les personnes n'auraient pas choisis. Et selon on va dire un contexte qui n'est là aussi absolument pas clair. Et j'ai beau rappeler qu'il n'y avait que dans le champ de la psychiatrie qu'on pouvait hospitaliser ou en tout cas retenir quelqu'un contre sa volonté pour son bien. Donc là, on pourrait estimer que là aussi, c'est pour le bien de la personne et pour le bien de la santé publique, sauf qu'il n'est pas du tout prévu qu'un juge des libertés vienne contrôler cette privation de liberté, ce qui est un scandale. Et effectivement, j'étais parti vérifier, et je mettrai ça en post-production, il y a bel et bien un article qui parle de cela. Mais c'est incroyable. Oui, et ça vient d'une demande au sein de la République En Marche. Je crois que me semble-t-il, c'est le MoDem qui disait qu'il fallait définir dans chaque ville un espace, un centre, pour pouvoir enfermer, ou en tout cas retenir à l'isolement, celles et ceux qui sont atteints par le coronavirus. Et on est arrivé à un tel stade de passivité face à tout ça que cet article n'a pas fait les gros titres. Vous voyez, la plupart des gens ne sont pas au courant de cette info. Même nous, on ne sait plus vraiment où est-ce qu'on l'a vue. Mais elle existe bel et bien. Elle existe bel et bien. En fait, il s'agit rien de moins que de créer une forme de camp de concentration pour les malades du Covid. L'autre jour, à la télévision, sur le service public, vous avez une émission fameuse dans laquelle les téléspectateurs posent des questions à la fin. Et il y a un téléspectateur qui disait, mais finalement, pourquoi on ne poserait pas un bracelet électronique sur les personnes infectées par le Covid pour s'assurer qu'elles ne sortent pas de leur domicile. Et autour du plateau, personne n'a semblé choqué. Vous voyez, ça n'a ému personne. C'était une proposition de bon sens. C'est dire, quand même, le glissement depuis une année. Enfin, c'est absolument incroyable, si vous voulez. Et moi, j'ai un espoir. Mon espoir, c'est que je crois que cette question du pass sanitaire, elle est encore très théorique pour beaucoup de Français. C'est des débats politiciens, on n'a pas vraiment compris ce que ça recouvrait, etc. Mais au début du mois de juin, il va être nécessaire ce pass sanitaire pour accéder à certains événements. Et puis bientôt pour tous les événements. D'ailleurs, vous avez entendu dans l'interview d'Olivier Véran que même la question des restaurants n'est plus tout à fait exclue. Je vous rappelle que dans le projet de loi, aucun seuil n'a été voté pour décider de restreindre ce pass sanitaire à certains événements, contrairement à ce qui nous avait été dit. On nous avait expliqué que ce serait 5000, et puis 1000, et puis finalement, il n'y a pas eu de seuil. Et donc là, les gens vont devoir présenter ce pass sanitaire, soit qu'ils auront été vaccinés, soit ils auront dû être testés. Je vous rappelle aussi que la vaccination pour les moins de 18 ans ne sera pas accessible avant le 15 juin, ce qui signifie que quand on est jeune, on devra présenter sans cesse des tests PCR négatifs. Donc vous avez des jeunes, aujourd'hui ils sont à la soupe populaire, et demain ils seront devant les laboratoires à aller faire tous les 2, tous les 3 jours des tests pour prouver qu'ils ne sont pas atteints par le coronavirus. Moi, je crois au vaccin. Je pense que ça fait partie des solutions pour sortir de cette crise épidémique. Mais je vois aussi, il suffit de regarder les données publiées par l'IHU de Marseille, les témoignages même qu'on peut recueillir autour de nous, que le vaccin ne protège pas complètement contre le coronavirus. Et il semblerait que beaucoup de personnes aient été infectées après avoir été vaccinées. Ça implique quoi ? Ça implique que demain, la présentation d'un certificat de vaccination ne sera plus suffisante pour pouvoir accéder à ces lieux aujourd'hui visés par le pass sanitaire. Et je crois que c'est d'ailleurs au Danemark où on demande désormais aux gens non seulement de présenter un certificat de vaccination, mais y compris pour les vaccinés, de présenter un test négatif. Et face à ces contraintes insurmontables, liberticides au possible, j'espère qu'il y aura une réaction des Français.
L'été, en plus, approche. Certains médecins alarmistes disent qu'il faudrait tout fermer avant le début du mois de juillet. Peut-être que ce calendrier un peu concomitant, le début de liberté qui aura été retrouvé par les Français, et donc leur aspiration à ne pas en être ôté, vont créer cette prise de conscience. En tout cas, c'est mon espoir. Je crois que les semaines qui vont venir, pour utiliser une formule très macronienne, vont être décisives dans la prise de conscience de ce qui est en train de nous arriver. Exactement. Et on arrive petit à petit à la fin de cette interview, mais j'aimerais juste rebondir sur 2 points que vous avez mentionnés parce que c'est vraiment pas anodin. Donc, par rapport au modem, vous m'avez dit que selon vos informations, en tout cas des bruits de couloir, je suppose, donc cette idée de centre d'internement pour des personnes atteintes du Covid, donc cette idée-là viendrait du modem. Donc, le modem ne s'est pas juste contenté, comme nous disent les médias, parce que c'est vraiment ça qui a été relié, ne se sont pas juste contentés de se battre entre guillemets pour les boîtes de nuit, quoi. Oui, alors pas du tout. Et il faut vérifier cette information sur le modem parce que je le cite de mémoire, il est possible que je me trompe. J'ai été très déçu. Il y a eu une interview de François Bayrou il y a quelques heures sur France Info, dans lequel il se dit favorable en fait à un passeport vaccinal, c'est-à-dire pas simplement pouvoir présenter un certificat de vaccination ou un test négatif, mais vraiment le vaccin obligatoire, la vaccination contre le Covid obligatoire pour tous. Ce qui peut surprendre parce que vous savez que lors du premier vote à l'Assemblée nationale la semaine dernière, le MoDem s'était exprimé contre le pass sanitaire. Et les optimistes comme moi avaient cru que c'était au nom d'une certaine conception des libertés publiques. En fait, on se rend compte aujourd'hui avec les déclarations de François Bayrou que c'était un jeu politique. C'est-à-dire que le MoDem aime de temps en temps se rappeler à la mémoire du président de la République qu'il accuse de ne pas suffisamment le couvrir de bonne grâce. Et donc, on a échangé quelques sièges aux élections régionales contre le vote du MoDem en faveur du pass sanitaire. Donc, il faut le vérifier, mais ceux qui ont vu dans le MoDem un cheval fougueux défendant la liberté des Français se sont visiblement trompés. Et effectivement, et c'est aussi François Bayrou qui militait il y a de cela quelques mois pour la réinstauration du vote par correspondance en France. Exactement. Alors que déjà, moi je suis beaucoup l'actualité américaine. Il faut savoir qu'il y a énormément de réformes dans quasi tous les États. Je cite la Géorgie, le Texas, le Wyoming. Ce qui s'est passé là-bas, ce n'est pas anodin. En Arizona, ils sont en train de refaire un audit de tous les votes. Je me souviens de cette scène qu'on a vue en Géorgie. J'ai passé des mois sur cette élection et on a vu des trucs incroyables avec des gens qui sortent des bulletins de vote après que tous les assesseurs soient sortis. C'est au Fulton County, là, de mémoire en Géorgie. C'est incroyable. Donc, mais M. Bayrou, pour lui, tout était parfait. Les élections américaines étaient parfaites. Et il faut instaurer le même procédé en France. Alors qu'il me semble qu'en France, il y a de cela quelques années, il y avait le vote par correspondance. Et ça a précisément été arrêté pour des motifs de tricherie, non ? Oui, c'est ça. Dans les années, ça a été arrêté en 1975 parce qu'on avait compris en fait que c'était une porte ouverte à toutes les fraudes électorales. Il y a 2 choses à mon sens. La première, c'est voir à qui on a affaire. On a une élection aux États-Unis qui est entachée par le soupçon de la fraude. Et c'est pour rester poli que je m'exprime ainsi. Je me suis beaucoup engagé sur l'élection américaine et je continue de penser 4 mois après que l'élection américaine a été volée aux Américains. Mais à la limite, qu'importe. En tout cas, ce qu'on observe, c'est que la première réaction des élites politiques en France, c'est de dire on va faire la même chose chez nous. Il faudrait être sacrément naïf pour ne pas leur prêter d'arrière-pensée. Quand dans un pays étranger, vous avez une élection, truquée ou pas truquée, mais qu'en tout cas, sur laquelle est jeté le soupçon à cause de la modalité de vote, et que la première réaction en France, c'est de dire on va faire la même chose, je crois qu'on peut légitimement
s'interroger sur les raisons qui poussent ces responsables politiques à vouloir faire la même chose. Après, il y a une question en fait électorale assez basique. Un tiers de l'électorat en France, ce sont les retraités. C'est la partie de l'électorat qui est la plus mobilisée. Et c'est la partie de l'électorat qui est la plus mobilisée en faveur d'Emmanuel Macron. Bref, si Emmanuel Macron n'a pas le vote des retraités en 2022, il ne peut pas faire un deuxième mandat. Et évidemment, les retraités, ce sont les personnes qui sont les plus exposées aux formes graves du Covid, de par l'âge. Et donc, c'est aussi pour ça qu'il y a cette angoisse un peu du pouvoir sur le vote. Moi, je crois, et j'ai été un peu regardé comme un complotiste pour l'avoir dit il y a quelques semaines, mais je serais ravi qu'on en reparle dans quelques mois, vous verrez. Moi, je crois qu'on demandera un certificat de vaccination pour pouvoir aller voter à l'élection présidentielle. C'est le chemin qu'on prend. Vous avez vu que d'ores et déjà, pour tenir un bureau de vote, pour être assesseur, on engage très, 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 très fortement, c'est pas obligatoire, mais c'est comme si ça l'était, les assesseurs à avoir été vaccinés. Vous avez même des gens qui sont obsédés par le vaccin et qui veulent tellement avoir leur piqûre qu'ils prennent le chemin du bureau de vote en disant « je vais devenir assesseur, comme ça je vais avoir la vaccination prioritaire ». Je vous fais le pari, je suis prêt à mettre un gros billet là-dessus, qu'il faudra une présentation du pass sanitaire pour aller voter à l'élection de mai 2022. Et alors, quel que soit le résultat de cette élection, on ne pourra pas dire qu'elle se sera tenue de façon régulière. Ce qui signifie de façon très concrète qu'en 2022, quel que soit le président élu, sa légitimité sera très faible. Et je crois que ça n'augure de rien de bon pour notre pays. Eh bien, nous nous rencontrerons à nouveau et nous aurons l'occasion d'en reparler, en espérant que votre projection ne se réalise pas parce qu'alors, la situation en France sera très chaotique et je pense que ça risque d'être un 1789 sous stéroïdes. Mon avant-dernière question est celle-ci. Est-il vrai que le texte qui est passé au Parlement ne délimitait pas une jauge précise qu'il fallait respecter lors d'événements publics, genre concerts, etc., etc. Et enfin, selon vous, quelle est la date de péremption de ce pass sanitaire? Vont-ils réellement respecter leurs paroles lorsqu'ils disent que ce pass est temporaire? Moi, je vous la date de péremption. La date de péremption, c'est jamais. Voilà. C'est le président, je crois, Roosevelt, qui disait, vous savez, il n'y a rien de plus définitif qu'une mesure provisoire en politique. Et donc, dès lors qu'on va instaurer ce pass sanitaire, il restera pour tout le temps. Jean Castex commence à parler du masque et la pérennité du port-masque. Excusez-moi, vous pouvez refaire la phrase par rapport à Jean Castex? Oui, on a eu cette déclaration du Premier ministre récemment qui nous dit qu'il faudra peut-être s'habituer à porter de façon définitive le masque dans l'espace public pour lutter contre la grippe saisonnière, par exemple. Vous voyez que tout ça, en fait, c'est parti pour durer. C'est parti pour durer. Et le pass sanitaire illustre bien cette stratégie des petits pas dont on discutait, où on a voulu rassurer, on a dit ce sera 5 000, 2 jours après c'était 1 000, et puis aujourd'hui, il n'y a plus de seuil. Rien, il faut en avoir bien conscience, hein, rien dans le projet de loi qui a été voté la semaine dernière à l'Assemblée nationale n'exclut la possibilité d'utiliser le pass sanitaire dans le cadre d'activités privées. Vous allez au bowling, vous allez au restaurant, vous allez au coiffeur. Et quand je note le zèle de certains pour montrer qu'ils sont encore plus hygiénistes que les autres, eh bien je me dis, demain, vous aurez des restaurants qui conditionneront l'accès à leur terrasse à la présentation d'un certificat de vaccination. Et là, j'en appelle à ceux qui nous regardent. Il en ira aussi de notre responsabilité que de boycotter ces commerçants, de boycotter tous ceux qui vont vouloir subordonner les libertés des Français à leur statut sérologique, parce que nous, c'est le pouvoir qu'on aura contre ces gens-là. On n'aura pas le pouvoir de rentrer de force dans ces bars qui ne voudront pas nous accueillir. Par contre, on aura le pouvoir d'organiser le boycott de ces bars et peut-être que ça va réfléchir. Il faut qu'on mobilise les organisations professionnelles pour les convaincre que même si la loi ne les empêche pas, elle ne les empêchera pas de mettre en place le
le pass sanitaire dans leur secteur d'activité, la morale, en fait, ne pourra jamais tolérer, si vous voulez, de telles discriminations institutionnalisées. On vit dans une époque qui n'a que le mot de discrimination à la bouche, souvent à tort. C'est quand même assez incroyable de voir que, alors qu'on est face à une discrimination bien caractérisée cette fois, tout le monde semble l'accepter sans broncher. Je suis assez surpris par ça. Exactement. Ça, c'est vrai, ça. Eh bien, merci beaucoup pour cet entretien. J'ai une toute dernière question. Une toute dernière question, mais même si vous l'avez un petit peu abordée, c'est où sont donc ces Gaulois réfractaires? Ces Gaulois réfractaires au changement, pour reprendre les propos exacts d'Emmanuel Macron. Où sont les Gaulois réfractaires à ces changements civilisationnels? Je refais, civilisationnels. C'est une excellente question. Où sont-ils? Et pour le moment, on ne les a pas trouvés. J'espère qu'ils sortiront vite de leur bois. Tocqueville, dans La démocratie en Amérique, disait que la France avait cette particularité d'être un pays dans lequel le peuple peut désobéir sans raison et parfois se mettre à servir comme aucun peuple esclave ne servirait. Là, on est dans cette phase où les Français servent, où ils ont perdu un petit peu leur honneur. Ils doivent le retrouver. Ils doivent le retrouver parce que la France, elle a aussi, elle est regardée dans le monde. Et ce que font les Français, c'est regarder dans le monde. Et vous savez, hier, je discutais sur une radio québécoise et les Québécois me posaient cette question. Ils me disaient, mais comment se fait-il que dans la patrie des droits de l'homme, au pays des Lumières, au pays de la Révolution française, vous soyez couchés si rapidement? Le monde regarde la France. Et donc, on a une responsabilité, pas simplement vis-à-vis de notre propre peuple, mais vis-à-vis des autres peuples qui peut-être pourraient se servir de l'exemple d'une insurrection des consciences en France, pour eux-mêmes s'insurger. Je crois que c'est vraiment le chantier majeur des semaines et des mois qui viennent. Eh bien voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'interview. Merci, Monsieur Tell. Et pour les auditeurs qui ont apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la récompenser avec un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas, et à actionner la cloche. La semaine prochaine, nous nous reverrons autour d'une autre vidéo qui parlera d'un sujet très important. Mais d'ici là, c'était la voix de Portici. Portez-vous bien. Mention spéciale à mes tipeurs, sans qui cette chaîne n'existerait peut-être même plus.